Salut à tous, bienvenue dans cette deuxième vidéo concernant les crises de ma série de vidéos La crise, la chute de Babylone. Celle-ci en est la deuxième. Alors, très rapidement, dans la première partie, sur le site Monde Diplomatique, nous avons une chronologie historique avec l'historique des crises, bien évidemment. En première partie, bien évidemment, je parlais bien évidemment du système de John Law, avec la fameuse crise de 1866-1873, bien évidemment, et nous nous sommes arrêtés au fameux Jeudi Noir de 1929, bien entendu. Et cette deuxième partie continue cette suite avec ce qui s'est passé après la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire les fameux accords de Bretton Woods. Alors, on va lire ça ensemble. C'est quand même prétentieux, mais bon, ils savaient qu'ils allaient gagner la guerre, les Alliés savaient qu'ils allaient gagner cette Seconde Guerre mondiale, bien évidemment, puisque l'Axe était en pleine déroute, notamment japonais, italien. Et on savait que les Allemands, grâce notamment au débarquement, étaient repoussés, bien évidemment. L'issue ne faisait aucun doute, donc c'est pour ça que c'est en 1944, dès 1944, le 22 juillet exactement, que les accords de Bretton Woods sont mises en place. C'est très important pour comprendre où nous allons, et toujours ce questionnement, la chute de Babylone avec les crises. Alors, c'est pas forcément une crise, mais c'est une chronologie historique au niveau du système économique. Accord de Bretton Woods, c'est-à-dire une ville des États-Unis, qui organise le système monétaire international, qui restera en vigueur jusqu'en 1971 et qui crée le fameux FMI et la future Banque mondiale. J'en ai parlé dans une vidéo précédente suite à la démission du président de la Banque mondiale. Alors, bien sûr, c'est très important de comprendre ces accords de Bretton Woods. Ici, nous avons la conférence de Bretton Woods sur le site sœursainte-croix.org. C'est un PDF d'une page et je vais en lire pas la quintessence, mais complètement toute la page parce que c'est vraiment intéressant et important, bien sûr. Conférence de Bretton Woods. Cette conférence avait réuni les pays vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale, donc les Alliés, afin de mettre sur pied un nouveau système monétaire international. SMI. SMI veut dire Système monétaire international. Deux projets y avaient été soumis, celui de l'économiste britannique John Maynard Keynes et celui de l'économiste du Trésor des États-Unis, Harry Dexter White. Harry Dexter White, c'est celui des États-Unis. Et Keynes, c'est britannique. Vous allez voir que ça a peut-être son importance. Alors, le plan Keynes de l'économiste britannique, donc. Qu'est-ce qu'il proposait? La création au-dessus des monnaies nationales d'une monnaie internationale. L'instauration d'une autorité monétaire supranationale, une banque mondiale, ou banque centrale, des banques centrales, pivot d'un futur gouvernement économique du monde qui régirait l'émission de cette monnaie internationale. Un contrôle mondial des prix et des stocks de matières premières, autre rôle de l'autorité monétaire supranationale. Elle aurait agi comme une union nationale de clearing, internationale de clearing, chambre de compensation des paiements internationaux fondée sur le principe de la responsabilité conjointe des pays déficitaires et des pays excédentaires. Déficit et excédents commerciaux, donc dans l'existence d'un déséquilibre et du partage nécessaire de leurs efforts en vue d'éliminer les surplus des uns qui sont simultanément les déficits des autres. Elle aurait exigé le paiement d'un intérêt sur les comptes tant excédentaires que déficitaires. Elle aurait joué au niveau mondial un rôle équivalent à celui de toute banque centrale nationale à l'intérieur du pays ayant la capacité de tenir des dépôts, d'octroyer des crédits et de créer les liquidités nécessaires aux échanges entre les pays. Alors, il va sans dire que les États-Unis, bien sûr, n'étaient pas disposés, bien sûr, à accepter un tel système qui les aurait privés d'une partie du contrôle qu'ils étaient alors en mesure d'exercer sur le monde après la victoire de la Deuxième Guerre mondiale, bien sûr. Ils ont alors imposé le plan White, l'économiste américain, justement, qui a donné lieu au système Bretton Woods, que nous avons vu, de 1944 à 1971. Donc, la monnaie nationale des États-Unis, le dollar, allait jouer le rôle de monnaie internationale. L'Institut international
mise sur pied pour veiller au fonctionnement du système serait le FMI, dominé par les États-Unis. Le FMI n'a rien de la Banque centrale supranationale, bien sûr, que proposait le plan Keynes. La Réserve fédérale, la Fed, soit la Banque centrale des États-Unis, émettrice de dollars, serait l'institution émettrice de monnaie internationale. Et oui, c'est très important de comprendre ça. Alors, le plan Keynes en fait penser à une sorte de nouvel ordre mondial multipolaire où il y a une seule monnaie internationale et les États ont leur propre système. C'est intéressant. Ça pense plutôt au nouvel ordre mondial unipolaire. Ça peut. On a déjà des bribes, on a déjà quelques indications par rapport aux accords de Bretton Woods. Alors, je reviens sur la chronologie toujours. Alors là, nous avons un sous-titre déréglementation. C'est intéressant. Et ce qui est intéressant aussi à noter comme information, c'est que là, on a 22 ans d'écart. C'est-à-dire la fameuse période des 30 glorieuses. Ça, c'est aux États-Unis, mais quand même, ça allait arriver en France, mais c'était la période des 30 glorieuses. Donc, 20 ans de paix. Finalement, il y a eu cette période de croissance. On a eu aussi la course à l'espace entre les États-Unis et la Russie. Ça a peut-être joué un rôle par rapport aux déréglementations, notamment la guerre au Vietnam aussi, qui a creusé peut-être les fonds américains. C'est possible aussi. Mais quoi qu'il en soit, c'est quand même important de comprendre qu'il y a eu un problème en tout cas. Et c'est vrai que c'est étrange. C'est étrange pourquoi déréglementation, c'est ce qu'on nous en voit. On est en période 30 glorieuse, on est bien, et il y a des déréglementations. Pourquoi? Alors, crise américaine du crédit. En conduisant une politique monétaire restrictive pour lutter contre l'inflation, la Fed, donc, après les accords de Bretton Woods, Banque centrale américaine ou Fed, aggrave les difficultés des banques qui font déjà face à un épuisement de leurs réserves. Parce qu'on est dans la reconstruction, etc., notamment en Europe. Et donc, même aux États-Unis d'ailleurs, ils sont en plein essor aussi, ces dernières vont restreindre leur crédit et provoquer un ralentissement économique. C'est dommage quand même. Pourquoi la Fed met en difficulté les banques comme ça? Pourquoi elle lance une nouvelle séquence comme ça? 20 ans, il y a plus de 22 ans, cette période de 20-30 glorieuses, on a été bien. Pourquoi relancer une séquence malheureuse, finalement? Et ça va conduire, malheureusement, à la fin des accords de Bretton Woods. 15 août 1971. Les États-Unis suspendent la convertibilité en or du dollar et laissent flotter leur monnaie. Il y a un article, un PDF que je vais vous montrer, bien sûr, juste après. Ils procéderont à une première dévaluation de 7,9% en décembre, puis à une seconde en février 1973. À cette date, les accords dits de Washington instaurent le système d'échange flottant, lequel remet en cause le système de Bretton Woods établi en 1944. Alors, 1972, je suis la séquence jusqu'à 76, et puis je vais juste après je vais sur le PDF, pour la compréhension de cette fluctuation monétaire. Mai 72, ouverture à Chicago de l'International Monetary Market à introduction des premiers contrats à terme sur les devises. Les options sur actions font leur apparition l'année suivante sur le Chicago Board Option Exchange. Décembre 1973, premier choc pétrolier. Le prix du baril est multiplié par 4 après l'embargo des pays arabes membres de l'OPEP à la suite de la guerre du Kippour en octobre 1974. 26 juin, la faillite de la banque allemande Erste provoque une grave crise sur les marchés d'échange et fait prendre conscience des risques systémiques provoqués par l'interdépendance des places financières. Le comité de Bâle sur les contrôles bancaires, qui rassemble les représentations des banques centrales du groupe des 10 ans, est créé en décembre. Alors, pour terminer cette séquence, janvier 1976, les accords de Jamaïque, à la suite de la réunion du comité intérimaire du FMI, consacrent l'abandon de l'État. Or, c'est une confirmation finalement, et entérine le
flottement généralisé de monnaie. C'est-à-dire, c'est plus basé sur l'or, mais là, voilà, ça fluctue. C'est aléatoire finalement. Octobre, une crise financière éclate au Royaume-Uni qui reçoit un prêt du FMI moyennant l'instauration d'une politique de rigueur. C'est-à-dire, après que ça fluctue, s'il y a un État qui est en faillite, le FMI réinjecte l'argent et puis ils vous disent faites une politique de rigueur. C'est ce qu'on voit, hein, c'est ce qu'on a avec la Grèce, c'est ce qu'on voit en France, c'est ce qu'on voit en Argentine aussi, c'est ce qu'on a vu en Argentine. Voilà. Ce sera toujours comme ça, même aujourd'hui. Hein. Donc ce système-là n'a toujours pas changé. On enlève l'État au l'or, ça fluctue, un pays est en crise, et puis on renfloue, et puis maintenant il faut faire une politique de rigueur, il faut serrer la ceinture au peuple. Et donc c'est toujours le peuple qui paye et qui souffre. Voilà. C'est une séquence extrêmement importante qu'il va falloir un peu plus décortiquer, si j'ose dire, pour comprendre la quintessence, parce que c'est primordial. Et de là aussi a découlé la loi du 3 janvier 1973, dite loi Giscard-Pompidou-Rothschild. C'est très important, donc c'est une vidéo que je ne ferai pas, parce que c'est important, parce que c'est pas forcément la chronologie des crises, puisque c'est un État, ça correspond à un État, la France, donc extirper cette séquence pour faire une vidéo, c'est intéressant. Et sur le site perso Université Rennes, voilà, on a le flottement finalement généralisé des monnaies, l'effondrement du système Bretton Woods, qui a commencé en 65-66, comme je vous disais, 71, puis la confirmation avec les accords de Jamaïque en 76. Le problème de la convertibilité du dollar. J'en ai raconté sans bien sûr. Le paradoxe de Triffin aurait pu être surmonté par une politique de réforme destinée à arrêter la marche du SMI, Système monétaire international, vers le déclin de l'inconvertibilité du dollar. Ce ne fut pas le cas essentiellement en raison de l'attitude américaine. À l'origine, les négociations de Bretton Woods pensaient que les États-Unis mèneraient une politique permettant d'assurer à long terme la convertibilité en or de leur monnaie, comme la Grande-Bretagne l'avait fait avant la Première Guerre mondiale. En fait, les États-Unis n'ont jamais accepté de soumettre leur politique économique nationale à des impératifs d'équilibre international, alors que même leur monnaie était utilisée par le monde. Une telle attitude plonge ses racines jusqu'en 1913 avec la création de la Fed. Prévue pour assurer une plus grande liquidité monétaire au sein de l'Union, réguler le système bancaire et mener une politique monétaire contracyclique, elle ne reçoit aucune mission concernant l'équilibre des transactions avec l'extérieur ou la valeur externe du dollar. L'attitude américaine ne changea pas après 1945 et l'instauration du système de Bretton Woods. L'Employment Act de 1946 subordonnait la politique monétaire américaine au seul soutien de la croissance et de l'emploi dans l'Union. Avec ces deux paragraphes, on a quand même plus de visibilité, de compréhension quand même. Alors je continue. Faute d'un vrai changement d'attitude des États-Unis, leur politique tout au long des années 60 se résuma à la mise en place de palliatifs qui avaient pour objectif ou de limiter la croissance des engagements extérieurs des États-Unis, accords bilatéraux de swap, ou de contrôler le marché privé de l'or pour conserver la parité or officielle du dollar mise en place en 61 du pool de l'or dans tous les cas. Ils n'ont fait que retarder de quelques années à quelques mois une crise de confiance que le paradoxe de Triffin rendait inévitable. Alors, la fin de la convertibilité. L'effondrement du système monétaire international au cours des années 60-70 résulte fondamentalement de l'inévitable crise de confiance que ce système engendrerait tôt ou tard, à partir du moment où les États-Unis seraient dans l'incapacité ou ne voudraient plus garantir la parité or du dollar. Or, l'efficacité du pool de l'or dépendait du respect par les pays participants d'une règle implicite simple. Les dollars obtenus par les ventes d'or des réserves officielles devenaient inconvertibles. Cette discipline fut rompue par la France, qui quitta le pool en 1966 et commença à vendre des dollars contre de l'or, faisant passer son stock d'or de 3,7 milliards en 1964 à 5,2 milliards de dollars en 1966. Là, on a la culture. Je pense plus qu'il y a De Gaulle à cette époque, mais bon, c'est quand même incroyable.
comme changement de séquence pour la France. Là, pour le coup, c'est autre chose. Après, bien évidemment, je vais y revenir, hein, parce que plus précisément par rapport à la France. En 1967, la dévaluation de la livre engendra une spéculation sur l'or. Cette dévaluation de la monnaie du principal partenaire des États-Unis, dont le pôle de l'or avait semé le doute sur la pérennité d'un tel procédé. Pour terminer le paragraphe, la réaction des marchés contraignit les autres pays du pool de l'or à vendre leur or contre des dollars pour tenter de sauvegarder la parité or de la monnaie américaine. À mesure que les réserves officielles d'or s'épuisaient, ces pays firent savoir qu'ils n'échangeraient plus désormais de l'or qu'entre eux au prix officiel et refuseraient tout achat ou vente avec le secteur privé. Sur le marché, l'or commença à se vendre à des prix nettement supérieurs aux prix officiels. Les tensions devinrent si fortes que le 15 août 1971, le président Nixon prit la décision historique de suspendre la convertibilité or du dollar. Bretton Woods était mort, même si la croyance dans une restauration du système dura jusqu'en 1976. Pour terminer, des accords de Washington à ceux de la Jamaïque. La montée de l'inflation, la rupture du lien dollar-or avait sapé le fondement même du système monétaire. La crise de l'or n'en était pas la seule cause. Dès la fin des années 60, l'inflation avait commencé de s'accélérer à des taux de plus en plus différents d'un pays à l'autre. Une simple application du principe de la PPA suffisait à remettre en cause une série de parties inchangées depuis la fin des années 40. Alors bien évidemment, je mettrai les liens, c'est un tableau du taux d'inflation des pays de l'OCDE, de 61 à 79. C'est très intéressant. L'accélération des mouvements internationaux des capitaux autorisant les attaques spéculatives qui commencèrent à menacer l'échange fixe. La livre fut dévaluée en 67, suivi du franc français en 69, au cours de laquelle le marque allemand fut au contraire réévalué. En 1969, le Royaume-Uni et l'Italie durent se soumettre à la conditionnalité du FMI. Alors le système actuel, une anarchie limitée. Depuis 1973, le système monétaire international peut être décrit comme un non-système. Les pays peuvent choisir pratiquement toute politique de change qu'ils souhaitent. Il existe donc tout un spectre de régimes de change, allant de change fixe au change purement flottant. Le découpage officiel du FMI prend en compte 4 régimes. On a les 4 régimes. Flottement dépendant, flottement dirigé, flexibilité limitée et change fixe. La tendance générale officielle qui se dégage sur une vingtaine d'années est un mouvement continu vers le flottement indépendant. 31,6% des monnaies en 1995 contre seulement 6,1% en 1983. Là, on a un graphique intéressant au niveau des flottements. Alors, pour terminer, c'est encadré. Ce PDF très intéressant, vraiment, pour bien comprendre ce qui s'est passé entre les nations. Le nouveau rôle du FMI, c'est le rôle que nous avons aujourd'hui. Sur bien les aspects, le FMI a aujourd'hui plus d'importance dans l'organisation et la régulation du système monétaire international que durant la période de Bretton Woods. Oui, comme je disais, il y a un pays qui est en crise, eux ils renflouent, et l'État-nation qui est en crise et qui a été renfloué doit mettre en place une politique d'austérité. Donc oui, maintenant, bien évidemment, ils ont beaucoup plus d'importance. En effet, bien que le dollar reste la première monnaie à statut international, la fin du système Bretton Woods a sanctionné l'échec des Américains comme organisateurs du SMI2+, l'essor de l'Europe, du Japon, puis des économies émergentes, a réduit le poids des États-Unis dans la richesse mondiale et a multiplié les pôles commerciaux et financiers mondiaux. L'organisation par le FMI de cet ensemble monétaire et financier international, beaucoup plus diversifié et hétérogène que par le passé, est devenu indispensable. Très important de comprendre Bretton Woods et la fin de Bretton Woods et ce qui s'est passé en France avec la loi du 3 janvier 1973 que je ferai dans une vidéo à part, bien sûr. Alors, toujours, on continue cette chronologie, toujours avec les crises les plus marquantes, les plus importantes. Bien sûr. Alors, mars 1979, création du système monétaire européen qui remplace le serpent monétaire européen et institue une unité de compte, l'écu, dont la valeur est calculée à partir d'un panier de monnaie. Juin, le Royaume-Uni abolit le contrôle des changes et dérègle les mouvements des capitaux. Octobre, accélération de la déréglementation financière aux États-Unis, la Fed augmente brutalement ses taux d'intérêt. C'est quand même incroyable.
augmenter les taux d'intérêt, ça peut mettre en difficulté. Hein. Donc là, marché en liberté, on dérègle, hein, une séquence de déréglementation, et là on a des marchés en liberté dans une nouvelle séquence. On va voir ce que ça nous donne. Alors, en août 81, premier swap, contrat d'échange. De devises arrangé par Salomon Brothers, une banque d'investissement de Wall Street pour le compte de la Banque mondiale et du géant informatique IBM. Intéressant comme information. IBM, c'est International Business Machines. Août 82. Alors ça, c'est intéressant, parce que c'est une internation qui se déclare en cessation de paiement, en l'occurrence le Mexique. La crise financière s'étend à toute l'Amérique latine et aux Caraïbes. La mise en cause des banques de dépôt qui ont prêté à tout va aux pays en voie de développement va favoriser le développement des marchés financiers. Alors c'est très important. L'économie mexicaine, très important pour comprendre cette crise. L'économie mexicaine des années 1980 sur le site Les Yeux du Monde, d'une crise à l'autre. En 1982, le Mexique connaît une crise de la dette majeure, l'obligeant à prendre des mesures de rigueur importantes. L'inflation est contenue au moyen d'un contrôle vif des finances publiques. Les privés de dynamisme, la croissance mexicaine stagne. On a alors parlé de décennies perdues. Comme je disais, c'est-à-dire vous êtes en crise, et puis austérité, donc en stagnation. La situation que connaît le Mexique dans les années 1980 est semblable dans de nombreux autres pays d'Amérique latine. Entre 1980 et 1989, on estime que les salaires réels chutent de 40% au Mexique. L'État, lui aussi, est au régime sec et suspend de nombreux projets d'investissement. Malgré ces mesures d'austérité, le Mexique eut du mal à faire face au remboursement de sa dette, d'autant que le plan Baker s'avérait être un échec. Le Mexique connut enfin un nouveau crack en 1987, provoquant une nouvelle fuite des capitaux et à l'origine d'une dévaluation du peso afin de maintenir la compétitivité des industries mexicaines et soutenir les exportations. Le déficit budgétaire dépasse en 1987 les 15% et l'inflation plus de 150%. Grâce au plan Brady en 1988, le Mexique voit s'assouplir le poids de sa dette. Afin de stabiliser les indices macroéconomiques, le gouvernement fit un pacte avec les différents syndicats, le pacto. Cela eut notamment pour effet de réduire fortement l'inflation avec l'aide de la Banque mondiale et du FMI. Le Mexique mit également en place en 1988 des réformes structurelles en accord avec le fameux consensus de Washington, hein, toujours à l'aide de la Banque mondiale et du FMI. Maintenant, c'est comme ça que ça se passe. Les privatisations se multiplièrent et une nouvelle législation fut adoptée en 1991 pour favoriser les investissements directs à l'origine du développement massif des maquiladoras. Le secteur bancaire, qui avait été nationalisé par López Portillo en 1982, fut particulièrement touché avec une vingtaine de privatisations. Au début des années 90, ce secteur fut également l'objet d'une forte dérégulation et d'une concentration progressive. La libéralisation de l'économie mexicaine se fit également peu à peu, le Mexique rejoignant le GATT, qui est un accord général sur le tarif douanier et le commerce. Et l'Organisation mondiale du commerce en 1986, puis l'ADENA alors, je vais lire quand même un dernier paragraphe, hein. Rapidement, pour terminer, un mirage économique de courte durée. Ces efforts conjugués permirent au Mexique de retrouver le chemin de la croissance, même si une dualité forte apparut entre une élite moderne reliée aux États-Unis et la population agraire. Le Mexique connut également une certaine confiance à l'origine d'une hausse de la consommation et des investissements. Malheureusement, cette situation fut largement financée par les facilités de crédit sans limite des banques mexicaines, notamment du fait de la régulation du secteur bancaire. Une baisse sensible de l'épargne individuelle, fragilisant les banques mexicaines, et l'afflux majeur de capitaux extérieurs suite à la baisse des taux d'intérêt américains au début des années 90. Certains doutes concernant l'amélioration des comptes publics ou l'inflation furent également mis. Il ne fallut pas longtemps pour que le Mexique retombe dans une nouvelle crise économique. Très important de comprendre cette séquence mexicaine. On revient encore sur le monde diplomatique avec la chronologie. Comme je vous ai dit, je vous parlerai des crises les plus importantes. Alors moi, ce qui vient en tête, bien sûr, hein, c'est 87, qui va arriver juste après. Début de l'effondrement des caisses d'épargne aux États-Unis en 1983. Hein, plus de 700 établissements sombres entre 83 et 89.
C'est incroyable. Vous avez bien vu, hein, pendant les accords de Bretton Woods, sur du socle solide, l'or, sur les talons or, pendant 20 ans, il n'y a rien, il ne se passe rien. Une fois qu'il y a des réglementations, c'est terminé. Il se passe plein de choses, il y a plein de types de crises, de taux de change, etc. Il y a plein de types de crises, mais voilà, une fois que vous déréglez, il n'y a pas... C'est le sable mouvant, c'est vous chutez, vous chutez. Hein, c'est-à-dire une erreur, c'est-à-dire des mauvais investissements d'un État ou quoi que ce soit. Voilà. Après, il y a la Fed qui vient en aide, et puis vous devez faire une politique d'austérité, c'est tout le monde était tranquille pendant les accords de Bretton Woods. Hein. C'était vraiment glorieux pour tout le monde pouvait évoluer tranquille. Mais là, ça chute direct. Et puis il y a quand même plein d'États-nations qui ont été en difficulté. Hein. En France, une loi bancaire institue la dématérialisation des actions et obligations. Mais sauvetage de la Continental Illinois, certaines banques des États-Unis, par une dette de 7,5 milliards de dollars, d'autres banques et de l'État. Justement, j'y pense justement par rapport au franc CFA. C'est intéressant aussi de faire une vidéo par rapport à la séquence de Charles de Gaulle, justement. Le franc CFA et la loi du 3 janvier, même si c'est plus lui après. Hein. C'est Giscard Pompidou. Donc c'est intéressant de faire deux vidéos à part sur ces deux séquences-là extrêmement importantes. Par rapport à la France notamment et à l'Afrique. 1985, mai 1985, réforme du marché monétaire français, désormais accessible à tous les investisseurs, premières obligations admissibles du Trésor. 22 septembre, accord du Plaza. États-Unis, Japon, République fédérale allemande, France et Royaume-Uni s'engageaient à intervenir sur les marchés d'échange. 21 novembre, panique informatique à la Bank of New York. La panique qui s'ensuit oblige la Fed à débloquer d'urgence, quand même 20 milliards de dollars. Hein. 1986, février, ouverture à Paris du marché à terme d'instruments financiers, Matif rebaptisé en 1988, marché à terme international de France. Octobre, Big Bang de Londres. Le Royaume-Uni libéralise en profondeur ses marchés financiers et réorganise la City sur le modèle américain. Voilà, nous voici en 1987. Hein. Ça nous fait penser aussi au premier numéro du Économiste avec le Phoenix, qui en est décembre. 1987, octobre, la hausse des taux longs américains détourne les investisseurs des marchés d'actions, provoquant un crack à Wall Street. Le 19, l'indice Dow Jones perd 22,6%. Hong Kong, Londres, Bruxelles et Paris sont rapidement touchés. La Fed, intervenant comme prêteur de dernier ressort, permet d'éviter une crise majeure. Voilà. Ça peut être crise d'un État, crise d'une bourse, crise boursière, et puis la Fed intervient pour éviter la crise majeure. Crise, la Fed intervient. Mais jusqu'à quand? C'est ça la vraie question. D'où le boom imminent. Et ce système-là, on ne sait pas où est-ce que ça va nous mener. Hein. Donc, c'est au bon vouloir de la Fed ou non, c'est trop... je dirais que c'est... Il n'y a pas assez de possibilités. C'est que la Fed. Donc, là, aucune internation n'a d'autres possibilités. C'est pour ça que, voilà, on voit les crypto-monnaies, on voit beaucoup de changements. Ça bouge de partout, mais c'est par rapport à ça, justement. Essayer de s'extirper de ce système. Et tout le monde pense, tout le monde essaie de travailler là-dessus. Et c'est quand même important, bien sûr. Parce que il y a eu, après ces 87, il y a eu d'autres crises, hein, bien sûr. Il y a eu d'autres crises. C'est toujours la Fed qui rend flou. Donc, bien sûr, il faut voir ce qui s'est passé en 1987. C'est majeur. Hein, c'est une crise majeure. Sur le blog mediapart.fr, qui fait un retour sur le crack d'octobre 1987, le mélange américain intéressant. C'est un texte assez long, bien sûr, très intéressant. Et qu'est-ce que ça nous dit? Le crack d'octobre 1987 s'est déroulé en deux temps. Une remontée vive des taux d'intérêt à long terme qui culminera le 19 octobre 1987, le jour où l'indice Dow Jones de la bourse de New York, comme je disais, sous la pression de cette remontée des taux, perdit 22,6%, ce qui constitue la seconde plus importante baisse jamais enregistrée en un jour sur un marché d'actions, devancée seulement par le crack de la bourse islandaise de 2008. Alors, ce fameux lundi noir.
L'expression lundi noir, traduction de l'anglais Black Monday, utilisée parfois pour désigner le 19 octobre 1987, constitue une référence indirecte au Black Thursday ou jeudi noir du 24 octobre 1929, première journée du long crack de 1929 de la bourse de New York qui fait entrer les États-Unis dans la fameuse Grande Dépression. Alors les causes, quelles sont les causes? L'origine du crack est avant tout à chercher dans le dédoublement de l'endettement global depuis la fin des années 70, endettement matérialisé par l'afflux énorme de liquidités. L'indice Dow Jones triple en 10 ans. Les importantes et brutales fluctuations du dollar au milieu des années 1980 dans le système de change flottant adopté depuis mars 1973 et entériné avec les accords de la Jamaïque, comme je disais. Un mécanisme d'immunisation des portefeuilles dit portfolio insurance, en anglais très en vogue à l'époque, destiné à réduire les risques, mais que sa généralisation transforma en système vicieux. Les systèmes automatiques d'achat et de vente d'actions, programme trading, relativement récents à l'époque, qui ont amplifié et accéléré le plongeon des cours après le crack. Wall Street se dote de coupe-circuits qui se déclenchent automatiquement au-delà d'une certaine baisse de l'indice Dow Jones. Alors bien évidemment, nous avons le contexte historique, intéressant avec le portfolio, comme je disais. Alors le 19 octobre, pour terminer bien sûr, c'est le 19 octobre que le crack, devenu inévitable, arrive sur les marchés d'actions très agités depuis la mi-août, mi-août 87, et le sommet atteint alors. Le graphique placé en tête de l'article, bien sûr. Le vendredi 16 octobre, le Dow Jones perd plus de 4% dans la journée et casse un support technique important. À la réouverture de la bourse lundi, après le week-end, l'annonce d'un déficit commercial important des États-Unis et le relèvement des taux directeurs de la Banque centrale allemande, la Bundesbank, cause un mouvement de panique. Ce mouvement se produit dans un volume tout à fait significatif. En 2 jours, le 19 octobre, 600 millions d'actions auront été échangées, ce qui représente plus de 3 fois l'activité du mois de septembre. Cette chute est certes américaine à l'origine, mais mondiale dans ses effets. C'est ainsi qu'au cours du mois d'octobre, la baisse des indices boursiers locaux a été 45,8% en Hong Kong, 41,8% en Australie, 26,4% au Royaume-Uni, 22,5% au Canada. Alors bien sûr, l'action immédiate, c'est la Fed en première ligne, bien sûr. Les banques centrales ont réagi à l'inverse de 1929, menées par la Fed. Elles ont assuré publiquement avec force qu'elles effectueraient le refinancement d'urgence des banques, comme je disais, et maisons de titres qui en feraient la demande, et ainsi écarter le risque systémique qui menaçait l'ensemble des marchés financiers. Dès le 20 octobre 1987, la Fed injecte massivement des liquidités et évite ainsi la catastrophe. La LGT, c'est on imprime de la monnaie et puis on injecte. La Fed adopte ainsi une attitude qu'elle aura plusieurs fois au cours du mandat d'Alan Greenspan, notamment le 23 septembre 1998 lors du naufrage du hedge fund Long Term Capital Management, bien sûr, ou encore le 11 septembre 2001. Ça sera la prochaine partie, bien sûr. Alors, les conséquences, pour terminer. Contrairement à 1993, ce crack n'a pas été suivi d'une crise économique. Les taux à long terme s'effondreront dès le lendemain et les marchés d'actions regagneront progressivement le terrain perdu. Néanmoins, la décision d'Alan Greenspan d'inonder les marchés monétaires de liquidités afin de juguler la crise boursière aura pour conséquence de créer de nouvelles bulles de crédit qui exploseront 3 ans plus tard. Oui, c'est ce que je dis, la monnaie initiale, je vous injecté. Oui, mais c'est pas sur l'économie, donc voilà, ça va encore réexploser. Tout simplement. Interventionnisme politique. Parmi les conséquences de ce crack, on notera la mise en place de coupe-circuits à la demande du Congrès américain, effectif dès 1988, qui permettent de bloquer toute négociation sur les titres qui ont soit trop augmenté, soit trop baissé. Ainsi, dans l'esprit des instigateurs de ces coupe-circuits, les crises de panique ou de frénésie boursière peuvent être mieux contenues. L'option des professionnels des marchés financiers est-elle généralement radicalement opposée. Toute interruption du marché ne sert qu'à augmenter l'inquiétude et donc la volatilité. La fin des interventions du G7 sur le marché de change. Pour terminer les trois derniers paragraphes. Le 19 octobre 1987 a démontré au ministre des Finances du G7
qu'il était dangereux de vouloir bloquer un mouvement du dollar. Celui-ci restait quasi immobile depuis février et les accords du Louvre, retrouve sa liberté à l'occasion du crack et de l'ajout de liquidités effectué par la Fed pour y remédier. Pendant 10 ans, il va continuer en tendance à se déprécier contrairement aux accords signés solennellement le 22 février 1987, montrant en fait au grand jour la faiblesse des gouvernements face au marché, l'interdépendance des marchés financiers. Pour terminer, ces deux paragraphes sur la crise de 87 extrêmement importante à comprendre. Le 19 octobre 1987 montre de façon exemplaire l'interdépendance des trois principaux marchés financiers, chose, taux d'intérêt, actions et comment un déséquilibre né sur l'un peut se propager aux autres. Il montre aussi combien l'information financière destinée au grand public reste parcellaire et limitée généralement au marché d'actions de 1987. On ne retient souvent que le krach des actions, pas les pertes essuyées par les obligations, qui pourtant à l'époque étaient tout aussi importantes en pourcentage et d'un montant monétaire global bien plus considérable, ni les spectaculaires mouvements des devises qui ont tout déclenché. Voilà pour cette crise de 87. Extrêmement à comprendre, extrêmement important à comprendre. Je continue bien sûr, toujours cette chronologie. Bien entendu. Alors en 1988, accord de base sur les fonds propres des banques internationales, elles doivent désormais respecter un ratio de solvabilité, dit Horatio Cook, qui les oblige à détenir un montant minimum de capitaux propres afin de réduire le risque de faillite. 1989, août. Le Congrès des États-Unis adopte un plan de sauvetage des caisses d'épargne. Enfin, octobre, crack des junk bonds, obligations spéculatives douteuses aux États-Unis. Secousse et séisme. Là, pour le coup, les années 90, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de secousses. Début du dégonflement de la bulle financière au Japon après que l'indice Nikkei a atteint son plus haut historique en séance, 38 957,44 points le 29 décembre 1989, suppression du contrôle des changes en France. En juillet, la directive sur la liberté de circulation des capitaux entre en vigueur dans la communauté économique européenne. Septembre 90, effondrement du marché international de l'immobilier après une importante vague de spéculation. En 1992, le fameux traité de Maastricht, qui est instauré à l'horizon 2002, une union économique et monétaire européenne assise sur une monnaie unique baptisée euro en mai 1998. C'est vrai que c'est important cette chronologie. L'incertitude sur le résultat du référendum français sur le traité de Maastricht provoque une débâcle monétaire européenne. La lire italienne et le livre sterling sortent du système monétaire européen. À la fin du mois, les spéculateurs échouent à obtenir le même résultat avec le franc français. Je continue. 1993, août, la spéculation sur le marché des changes fait céder la parité entre le franc français et le Deutsche Mark. Les marges de la fluctuation du SME sont élargies. Crack de 1994, c'est majeur, là, le crack de 1994. Très 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 important. Et là, je m'arrête. Bien évidemment, je vais lire, et puis il y a d'autres articles intéressants, bien sûr. En février 1994, crack des marchés obligataires. Les dirigeants, en octobre 1994, les dirigeants de la banque américaine JP Morgan élaborent les crédits défaut swaps, les fameux CDS, contrats d'échange de risque de défaut. Des assurances contre le risque de non-remboursement de la dette des entreprises. Un amendement du CEDA, adopté en 2000, favorisera l'essor des produits dérivés. Décembre, et oui, après décembre 1994, encore une fois au Mexique, grave crise économique et financière au Mexique, fuite des capitaux de la FMI conditionne son aide au renforcement d'une politique d'austérité. Voilà. C'est depuis 82 que ça dure, pour le Mexique, malheureusement. Et à cause de ça, on a quand même un système mafieux très 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 puissant au Mexique. Et c'est à cause de ça. C'est malheureux, mais c'est la réalité. Alors bien évidemment, sur 1994, c'est très 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 important, sur lemonde.fr, là on voit le visage d'Alan Greenspan, l'ancien directeur de la Fed. Très important de comprendre ce crack de 1994.
En 1994, le changement de cap de la Fed avait enclenché l'effet tequila au Mexique. Le 4 février 1994, la Fed mettait fin à l'ère du crédit bon marché par une légère remontée des taux américains, prélude d'un krach obligataire et par contagion d'une crise dans les pays émergents. Et oui, au bon vouloir de la Fed. La Fed augmentait le taux, crise directement. Pas directement, mais c'est un prélude. Remontée des taux, prélude. Surtout après la crise 2008, en ce moment. Voilà. C'est quand même... ça tient un fil, le système, j'ai l'impression. Alors, qu'est-ce que cet article du Monde nous dit concernant la crise de 94 ? Bizarrement, Wall Street n'y croyait pas vraiment. Ainsi débutait l'article du Monde en date du 7 février 1994. Il décrivait la surprise des investisseurs à l'annonce le 4 février d'une remontée des taux américains, prélude d'un krach obligataire. Et par contagion d'une crise dans les pays émergents, principalement en Amérique latine et surtout au Mexique, comme je disais. Pourtant, poursuit l'article, quelques jours auparavant, à l'occasion d'une audition au Congrès, Alan Greenspan, le président de la Fed, avait bien indiqué qu'à son avis, les taux d'intérêt aux États-Unis étaient anormalement bas et qu'à un moment ou à un autre, il serait nécessaire de les ajuster. Ce relèvement était le premier depuis février 1989, époque à laquelle, pour lutter contre une renaissance de l'inflation, la Fed fit monter son taux directeur à près de 10% par la suite. L'entrée en récession de l'économie américaine l'incita à assouplir très fortement sa politique, ramenant son taux directeur à 3% en juillet 1992, au plus bas depuis 1964. Super. Cet assouplissement fut efficace puisqu'il contribuait à diminuer l'endettement des particuliers et des entreprises et à relancer la machine économique. Intéressant. Mais au premier jour de 1994, alors que l'économie américaine accélérait son redressement, les autorités monétaires redoutaient qu'elle s'accompagne d'une reprise de l'inflation. Donc c'est en se disant « je redoute l'inflation, donc j'augmente les taux ». C'est pas arrivé. Voilà. C'est pas forcément de la spéculation, mais c'est se disant pour contrecarrer une inflation, j'augmente les taux, mais on augmente les taux, mais il y aura un krach obligataire juste après. Donc quel est le plus grave ? Une inflation ou un krach obligataire qui vont difficulter les États-nations ? Greenspan prenait alors une petite augmentation des taux d'intérêt pour ralentir la hausse des prix et faire baisser les taux à long terme, contre l'avis de la Maison-Blanche, c'est-à-dire à l'époque Bill Clinton, le vice-président Al Gore, justement, rappelait qu'une hausse des taux était rarement anodine pour les marchés et augurait un resserrement plus long. Si nous attendons que l'inflation devienne manifeste, ce sera trop tard, prévenait le patron de la Fed. Al Gore prévient, mais la Fed, comme je disais, détenue par les Rothschild, n'en font qu'à leur tête. Donc ce n'est pas du tout les États-nations qui gèrent quoi que ce soit ici, qui gèrent le système économique mondial, pas du tout. Là, on a la preuve concrète sur cet article du Monde. Krach obligataire. Le 4 février 1994, la Fed mettait donc fin à l'ère du crédit bon marché par un léger relèvement, qui sera suivi par d'autres. En l'espace d'un an, le taux au jour le jour, Fed Funds, doublait, passant de 3 à 6% en 7 étapes. L'effet fut inverse de celui attendu, bien évidemment. Celui attendu par Greenspan. L'effet est inverse et provoqua un krach obligataire. C'est incroyable. C'est le président de la Fed et voilà. Est-ce qu'ils ont analysé ce que ça allait faire en augmentant les taux? Est-ce qu'ils ont analysé? Est-ce qu'ils ont mis en place des perspectives, des simulations, etc. C'est inacceptable. En agitant le spectre de l'inflation sans la combattre immédiatement, la Fed déclenchait une remontée des taux à long terme des deux côtés de l'Atlantique. Aux États-Unis, ce retournement prenait à contre-pied les intervenants sur les marchés obligataires, causant parfois des pertes, à l'image de celle du comté d'Orange en Californie, l'un des plus riches du pays qui fit faillite. L'onde de choc toucha l'Europe, où les pays les moins vertueux, ayant des déficits publics ou une dette trop élevée, comme l'Espagne, l'Italie ou la Suède, ont payé un lourd tribut. La France a aussi été pénalisée, et l'écart s'est creusé avec l'Allemagne sur les taux à long terme. Près de 200 milliards de francs de capitaux étrangers placés en obligations ont quitté le marché français en 1994.
Là, j'ai peut-être une idée en tête par rapport à l'euro, la mise en place de l'euro. Voilà. Là, il y a un écart qui s'est fait entre la France et l'Allemagne. Donc, après, voilà, c'est ma façon de voir les choses. Après le traité machin, la Fed se dit, l'Europe va mettre en place un système, etc. Et la Fed se dit, on va peut-être embêter les Européens. Je sais pas, c'est une façon de voir la chose, parce que quand même, c'est un peu le président de la Fed qui ne simule pas et qui augmente les taux et qui ça fait l'effet inverse escompté, c'est moyen quand même. Hein. J'ai le droit aussi à la spéculation, moi aussi, pour le coup. Les conséquences ont été beaucoup plus graves pour les pays émergents, qui avaient bénéficié jusqu'en 1994 de l'argent de la Fed. Ils avaient connu un afflux de capitaux car ils offraient des rendements à court terme très supérieurs à ceux des États-Unis. Le premier touché fut le Mexique pour avoir financé un déficit grandissant de ses comptes courants, comme je disais, avec des capitaux à court terme qui sont repartis vers les États-Unis. À la première alerte, ce pays connut alors une grave crise de liquidité. La crise a démarré le 20 décembre par une dévaluation du peso. La défiance s'est répandue en Amérique latine, considérée comme une zone. On va y savoir. Dernier paragraphe, concernant cette crise de 1994, très importante à comprendre. L'effet tequila a été suivi par une grave crise de liquidité en Argentine comme au Brésil qui ont été contraints pour ne pas remettre en question leur plan de stabilisation monétaire de soutenir leurs devises, leurs banques centrales en ont racheté massivement et leurs réserves ont fondu. Conséquence, les crédits ont chuté entraînant la consommation dans leur sillage. Donc, article du Monde intéressant, important à en lire tout l'article pour comprendre cette crise de 1994. Crack boursier de Wall Street en 1987, crack obligataire en 1994. 7 ans d'écart, hein, vous voyez, là c'est plus 22 ans où on peut 30 ans, non, c'est fini tout ça. Les monnaies fluctuent, c'est des mauvaises simulations, là c'est terrible, c'est terrible. Alors je reviens à ma célèbre crise, vous voyez, lapsus révélateur, frise chronologique. Alors, 1995, chute de Barings, la plus ancienne banque d'affaires britannique, à la suite d'investissements spéculatifs, 900 millions de livres de pertes, soit 1,16 milliard d'euros. Alors là, nous avons la crise de 1997, mais avant, bien évidemment, je vais parler, c'est très 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 important, des crédits défaut swap, parce que il faut vraiment comprendre pourquoi la Fed a mis ça en place avec la JP Morgan, et que le système de virement est encore plus pourri et plus vicieux. Hein. Avec les crédits défaut swap, il faut comprendre qu'il a mis en place. Évidemment, on a un livre de Pierre Jovanovic qui s'appelle Blight Masters, justement, sur le site le blogfinance.com. Blight Masters, l'ange noir de la finance, c'est elle qui a mis en place les CDS. Alors, bien évidemment, je ne vais pas tout lire l'article, c'est très intéressant. Je vais lire la quintessence pour bien comprendre dans quelle situation nous sommes. Donc là, on voit bien la JP Morgan. Donc, qu'est-ce que l'article de 2014? Qu'est-ce que ça nous dit? Blight Masters est considérée comme la créatrice du sulfureux CDS. Entrée à la banque JP Morgan à 22 ans, elle y a fait toute sa carrière, devenant l'une des femmes les plus puissantes du monde, non sans laisser dans son sillage une odeur de scandale, bien sûr. Tout commence sur le rivage glacé de l'Alaska. La nuit du 24 mars 1989, un tanker géant de la compagnie pétrolière Exxon est éventré par le fond. 50 millions de litres bruts s'échappent des cuves de l'Exxon Valdez, engendrant l'une des pires désastres écologiques de l'histoire. 25 000 milliards de dollars. 6 ans plus tard, le gigantesque procès qui oppose la compagnie pétrolière Exxon à l'État de l'Alaska, au gouvernement américain, et à plus de 150 organisations de défense de l'environnement livre son verdict. Exxon est condamné à verser un dédommagement de 5 milliards de dollars. Ce montant sera ramené à 500 millions par la Cour suprême en 2008. Ça, c'est beaucoup plus tard. Pour couvrir cette somme, la banque JP Morgan accorde à Exxon un crédit de 4,8 milliards de dollars. C'est à ce moment que Blight Masters, jeune banquière, férue de mathématiques, tout juste débarquée d'Angleterre, entre en scène. Avec son équipe, elle va revendre le risque que constitue cette ligne de crédit à d'autres établissements bancaires. Donc j'ai une patate chaude, patate pourrie, je la donne à un autre établissement bancaire. Donc elle revend le risque que constitue cette ligne de crédit à deux établissements bancaires, on est bien d'accord.
le CDS, dérivé sur événement de crédit. C'est-à-dire le CDS moderne est né, le crédit défaut swap moderne, c'est celui qui l'a créé. Très 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 important de comprendre ça dans quelle situation nous sommes. C'est-à-dire on se balance la patate chaude. La patate chaude, elle peut grossir, c'est incroyable. Il va connaître un succès fulgurant au point de susciter une forte spéculation sur le risque. On spécule sur le risque. Tant et si bien que le CDS sera identifié comme l'une des causes de la crise financière de 2008, bien évidemment, la crise des subprimes. Selon le journal Le Monde, la crise de 2008 aura coûté aux investisseurs près de 25 000 milliards de dollars, soit la moitié de la capitalisation boursière mondiale. Alors, bien évidemment, les banques ont été influées notamment au niveau des fonds mafieux. Hein. On ne regardait pas d'où ça venait l'argent. Les banques ont été influées aussi, les mafieux ramenaient leur argent, blanchissaient leur argent, ils renflouaient les banques en même temps. Très important de comprendre ça. C'est la pure réalité. Blight Master est une arme de destruction massive. Là, on voit son visage. C'est quand même incroyable. On comprend mieux, dès lors, pourquoi le journal anglais The Guardian a qualifié Blight Masters d'arme de destruction massive. Blight Master est né dans le Kent en 1969. Elle s'est très tôt destinée à la banque. Après avoir effectué sa scolarité dans un établissement privé, elle va rejoindre l'université de Cambridge, où elle obtint un bachelor of art en économie. Dès l'âge de 17 ans, elle occupe ses loisirs comme stagiaire à la banque JP Morgan. À JP Morgan, comme ça, de l'adolescence, comme ça, c'est incroyable. Avec 80... Elle fait ça bien, non mais voilà, j'ai aucun problème. Hein. Avec 90 millions de clients, la JP Morgan est l'une des plus grosses banques mondiales. Blight Master intègre l'établissement en 91, en tout cas, elle a l'ambition. Hein. Très vite, elle va s'intéresser aux produits dérivés, à la gestion des risques. C'est quand même particulier, quand même. Après, chacun sa passion, il n'y a pas de problème. Hein. On a l'impression que c'est une prédestination, elle a été prédisposée. C'est quand même incroyable. Pas beaucoup de gens la connaissent. Hein. Et comprendre le quantitative easing, comprendre tous ces systèmes, comprendre le crédit défaut swap, pas connaître Blight Masters dans le monde économique, tout le monde la connaît bien sûr dans le monde économique. Et moi, en tant qu'informateur, de manière avisée, de manière la plus lucide possible, hein, la plus humble aussi, bien évidemment, il faut connaître ce personnage. C'est très important. Alors les deux derniers paragraphes, bien évidemment, il y a la suite, c'est très important, hein, très intéressant aussi. On lui attribue la paternité de la version moderne du fameux crédit défaut swap. Le CDS est un instrument qui permet à un établissement financier de se couvrir face au risque de défaut de paiement. Quand une banque accorde un prêt, elle cherche à parer le risque de non-remboursement. Elle passe alors un contrat avec un autre établissement, celui-ci moyennant le versement d'une prime annuelle, s'engageant à payer la totalité du prêt le cas où les emprunteurs feraient défaut. C'est un instrument d'assurance classique dont les modalités d'application se révèlent dans les détails très complexes. Le CDS va faire la fortune de Blight Master. À 28 ans, elle devient la plus jeune femme à devenir directrice de service à la JP Morgan. Après 2008, elle se défendra des accusations portées contre elle en expliquant que le CDS ne peut être tenu pour responsable de la crise. C'est un outil, déclara-t-elle. Il faut distinguer l'outil de l'ouvrier. Elle mettra en cause une mauvaise utilisation du CDS. Alors, bien sûr, c'est compliqué. Elle se défend, elle a tout à fait raison. Il n'y a pas de problème. Alors, bien sûr, je ne rentrerai pas dans les détails aujourd'hui, c'est pour expliquer le crack de 1994 et la spéculation sur le risque. Avec celle qui a créé les crédits défaut swap. C'est fondamental de comprendre ça. Parce que ça nous poursuit, encore une fois, jusqu'à 2008. Depuis la fin des accords de Bretton Woods, on enchaîne les catastrophes, mais en plus de ça, on parie sur le risque. On spécule sur le risque. C'est une pure arme de destruction massive, c'est clair et net. Hein. La crise de 2008 est absolument dévastatrice. Après, c'est pas forcément, mais bon, c'est sa création, hein, malheureuse, qui a permis cela. Hein. C'est important de comprendre. J'ai encore 2 onglets à voir et nous allons voir quelles sont les crises.
Bien évidemment, je parlerai de la crise .com, la fameuse crise de la bulle Internet, des années 2000, dans la troisième partie. Justement, en 1997, la crise asiatique, bien sûr. Succession de crises monétaires et financières en Asie orientale, Thaïlande, Philippines, Corée du Sud, Indonésie, Hong Kong, l'onde de choc atteint bientôt la Russie, puis l'Amérique latine. Alors bien sûr, cette crise asiatique, c'est fondamental. Les crises monétaires asiatiques. Très important à comprendre. Là, nous avons un très bel PDF sur 2 pages de dejongfinance.com. Très intéressant. Mais évidemment, je mettrai les liens, c'est très intéressant. D'ailleurs, et moi, bien sûr, je vais lire la quintessence, c'est-à-dire, là, pour le coup, la quintessence, elle est encadrée. C'est magnifique. Ce qu'il faut retenir de cette crise asiatique, bien sûr. Alors là, nous avons les dates clés, juillet 87, le pic. Type de crise, vous voyez, vous voyez le type de crise qu'on a maintenant, depuis la fin des accords Bretton Woods. Ça fluctue. Et donc, je ne suis pas un expert, moi j'essaie d'être humble et c'est ensemble. N'hésitez pas à ajouter vos informations complémentaires. Ça peut toujours aider le collectif. Ceux qui voient la vidéo, ils lisent les commentaires, ils lisent des informations complémentaires. C'est toujours intéressant. Donc là, on a tous les types de crises. Et celui-ci, les pays asiatiques, c'est une crise de change. C'est incroyable. On a des cracks obligataires, bien sûr, crise boursière, sectorielle, spéculative. C'est incroyable. Alors, finalement, quel est ce résumé intéressant? La crise économique asiatique a été causée par la dévaluation des monnaies des pays émergents de l'Asie du Sud-Est suite à l'abandon du système de taux de change fixe, ce qui a provoqué un fort désinvestissement des capitaux étrangers. Les marchés et l'économie de ces pays ont été grandement ébranlés, considérés comme une crise passagère. C'est en réalité la bulle des économies émergentes qui s'est dégonflée et qui a déclenché une crise structurelle. Les répercussions furent visibles dans d'autres pays émergents, puisque ces turbulences sont à l'origine du violent crack de Russie en 1998. Allez, un crack et puis ça touche d'autres. C'est de la contagion, tout simplement. Parce que tout est relié. Après en avoir subi les conséquences, les pays de la région veulent réduire leur dépendance aux capitaux étrangers venant des pays occidentaux. Le développement de la zone économique, de l'ASEAN et de l'APTA, l'ASEAN plus Chine, Japon et Corée, va dans ce sens, bien que le chemin soit encore long. En effet, certains de ces pays en sont encore très dépendants. Il reste de nombreuses questions vis-à-vis de l'organisation de ces zones. Leur essor néanmoins renforcer la robustesse économique de ces pays. Alors pour terminer, ce résumé très intéressant de la crise asiatique, qui a mis en lumière l'importance des marchés d'échange et notamment les risques liés à la dette en devises étrangères. C'est la fin du système de change fixe, sauf pour la Chine, qui a maintenu le taux du yuan inchangé contre le dollar tout au long de la crise. Une décision qui a permis au pays de s'installer comme un acteur majeur sur la scène économique mondiale. Très important. Alors, je vois que nous avons dépassé 1 heure. Très important. Alors, pour terminer cette vidéo, je vais parler bien sûr de la crise russe. Alors, nous avons aussi une crise, la crise brésilienne et la crise argentine. Je vais parler aussi de ces 2 crises dans la troisième partie. Alors, pour terminer cette vidéo, la crise russe, justement, qui a découlé de cette crise asiatique. Septembre 98, début de la crise russe. Le rouble perd près de 30% de sa valeur. Faillite du fonds d'investissement américain Long Term Capital Management, LTCM, la réserve fédérale, renfloue les caisses avec 3,6 milliards de dollars pour éviter l'effondrement du système financier mondial. Alors, nous allons voir cet article de la crise russe sur Journal du Net classique. Russie 1998, la crise financière balaye l'économie nationale. C'est un petit article intéressant pour expliquer la crise russe. En 1998, la Russie post-soviétique, qui traverse la crise la plus grave de sa courte histoire, dégringolade boursière, effondrement monétaire et faillite bancaire, pousse le pays au bord du gouffre.
La crise financière a poussé 720 banques russes vers la faillite. Dans la lignée de la crise financière asiatique, la Russie se trouve acculée à la dévaluation. Le 16 août 1998, en pleine tempête financière, Boris Eltsine abandonne la politique du rouble fort et autorise la monnaie russe à glisser de 33% par rapport au dollar. Cette dévaluation, de fait, s'accompagne de l'annonce de la suppression de la restructuration de la dette russe et d'un moratoire de 90 jours sur les dettes étrangères pour éviter les défaillances en cascade dans le secteur bancaire. Dans un pays au bord de la banqueroute, le système bancaire a fini par s'effondrer. Les 3000 banques du pays, submergées par les dettes, se retrouvent incapables de faire face à leurs créanciers, à leurs clients. Les épargnants des 6 plus grandes banques commerciales russes sont appelés à transférer leurs dépôts à la Sberbank, seul établissement à bénéficier de la garantie d'État. Pour terminer cette vidéo, politique, économique et sociale, la crise a appauvri la nouvelle classe moyenne. D'abord, les clients des 720 banques en faillite n'ont pas tous récupéré l'argent qu'ils y avaient placé. Pour ceux dont les économies en dollars ont été transformées à Sberbank, le taux de conversion était nettement inférieur au cours d'échange. Au final, ce sont plutôt les populations rurales plus réticentes envers les banques qui ont sauvé leurs économies. Mais tous ont subi une inflation galopante, 84% en 1998. Effectivement, on voit en Russie, c'est vrai que le monde rural est très intéressant en Russie. Effectivement, ça c'est vrai. Et ça a découlé de ça. Donc, je n'irai pas plus loin. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout pour cette vidéo. En suivant ces crises, il y a eu tellement de crises après les accords de Bretton Woods, après la fin des accords de Bretton Woods, il y a eu tellement. Voilà, j'ai voulu faire cette partie des crises en 3 parties, 3 vidéos différentes. Il y en aura une autre, bien sûr, sur, comme je vous ai dit, la crise brésilienne-argentine, la crise .com et la crise 2008. Il y a encore beaucoup de choses à dire. Même si là, vraiment, j'ai fait la quintessence de Bretton Woods 1944 jusqu'à début des années 2000. Vous voyez que ça a ses conséquences assez lourdes. J'ai vraiment synthétisé pour le coup. Mais il fallait vraiment parler de tout de manière avisée et humble. Toujours, là, vous avez toutes les informations sur ces crises majeures. En plus, il y en a où je suis passé. Vous avez bien vu. J'ai bien évidemment parlé des crises les plus importantes. Je vous remercie de m'avoir suivi. Bien sûr, n'hésitez pas à mettre un pouce levé pour cette vidéo. Très, très, très importante. Bien sûr. Et puis, vos commentaires aussi sont intéressants pour le collectif. Et vos abonnements aussi. Bien entendu. Je vous remercie de m'avoir suivi. Et à la prochaine. Merci.